J'ai pas passé tous mes mercredis à regarder le Club Dorothée. J'ai pris mon petit vélo et je partais seule me promener dans des quartiers, des lotissements. Cet espace de liberté, on ne l'aurait plus aujourd'hui. Pourquoi ? Comment, ces dernières années, les grandes métropoles véhiculent un sentiment ou en tout cas une ambiance plus hostile qui ne permet pas une autonomie sereine, en tout cas de l'ensemble des publics les plus fragiles. Ça, c'est une question auquel la société est confrontée aujourd'hui. Donc à travers des objectifs de santé, déplacement, espaces paysagers réversibles et ludiques, les quartiers de demain devront traiter et intégrer encore davantage les usages du quotidien, replacer finalement l'habitant, mais dans toutes ses étapes de vie, des tranches de vie au cœur des projets. Donc, ce qui va être intéressant maintenant, c'est d'écouter dans un micro-trottoir les réactions aussi de quelques personnes qu'on a interrogées en réponse très courte. Merci. C'est une grande question seule à l'heure d'aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore laissé tout seul, tout simplement. C'est pas encore le cas, parce que moi j'ai 2 enfants qui sont petits, qui ont 3 et 2 ans, donc ils ne circulent pas encore tout seuls dans l'espace public. Je pense que c'était à 10 ans, j'ai dû commencer à aller chercher le pain, aller à l'école toute seule, des choses comme ça. Mes parents, assez jeunes je pense, aux alentours des 10 ans à peu près, enfin même un petit peu avant. Tard, surtout que étant une fille, ma mère ne voulait pas trop me laisser même aller chercher le pain, donc souvent elle m'attendait par exemple dans la voiture, un peu plus loin, et elle me laissait à regarder, j'allais aller chercher ma baguette et je revenais, mais voilà, on va dire, c'était peut-être à l'âge de 12 ans, je dirais. Il y a beaucoup de dangers, il y a de la pollution, il y a plein de voitures, il y a des gens, enfin pas forcément très gentils. Oui, parce que les parcs et tout, c'est fait pour les enfants un peu, ouais. Et moins pour les adultes. Comment améliorer, c'est déjà d'un point de vue peut-être sécuritaire, d'avoir, je dirais, des espaces publics plus dégagés vis-à-vis de la visibilité de tout ce qui est potentiel accidentogène, donc ces vélos, les trottinettes d'aujourd'hui, les voies. Donc voilà, ça serait dégagé surtout toutes les zones piétonnes des risques de l'environnement. Je pense si déjà on laissait moins de place à la voiture, qu'on laissait en fait des circulations beaucoup plus douces où ils pourraient circuler vraiment sans qu'on leur donne la main, qu'ils puissent courir. Si on avait aussi des espaces plus verts qui puissent vraiment se dépenser, on serait plus à l'aise pour les laisser circuler tout seuls. Là, on pourrait faire une forêt au milieu de la ville. Il y a plus de pistes cyclables et moins de routes pour les voitures. Et je mettrais plus de maisons, je mettrais plus d'arbres et plus d'animaux, des chevaux en particulier. Je mettrais plus de jeux pour les enfants, dans les parcs et tout. Alors, sur ces questions soulevées par le micro-trottoir, Thierry, vous êtes avec nous, je crois. Bonjour Thierry. Bonjour. Donc, je ne sais pas s'il faut vous présenter, mais je vais m'y risquer. Donc, vous êtes philosophe et un urbaniste français bien connu. Vous avez publié plus d'une 50aine d'ouvrages qui abordent les thèmes de la ville, les thèmes de l'espace public, de l'environnement, de la mobilité, l'esthétique, la philosophie de l'urbanisme et de l'architecture, la géographie urbaine. Et plus récemment, vous vous êtes intéressé, alors je ne sais pas si c'est plus récent dans votre démarche, en tout cas, vous avez publié sur le concept et le sujet de l'enfance dans le contexte de notre société contemporaine et par rapport au sujet de la ville. Donc, je vais vous laisser tout de suite prendre la parole sur cette thématique du pays de l'enfance et est-ce que la ville, qui pourtant est aussi normalement faite pour les enfants, est réellement un pays de l'enfance ?
Très bien, merci beaucoup pour cette invitation. Comme je vous l'avais indiqué, Anne, j'ai un jury de thèse à 9h30, donc par visio. Donc je vais au pas de course essayer de répondre à votre question, et je regrette de ne pas pouvoir débattre avec le public ni avec Vittorio, que je salue évidemment. Alors voilà, ça s'est passé comment, cette réflexion sur l'enfant? J'ai commencé en 1996 à réfléchir à cette question parce que c'était Habitat 2, la seconde rencontre, la grande messe des questions urbaines impulsée par les Nations Unies. La première avait lieu à Vancouver en 1976 et personne ne parlait des enfants, évidemment. En 96 non plus, mais j'organise un livre collectif qui s'appelle le Monde des villes. Et je m'aperçois en lisant les épreuves qu'il n'y a pas d'article sur les enfants, donc je m'y mets. Et je cherche des informations, des données, des rapports, et je trouve plutôt des choses à l'UNICEF, à l'UNESCO, à l'OMS, au BIT. Et en fait, à cette époque-là, les travaux sur les enfants ne concernaient que les enfants du tiers-monde, parce que ceux-ci étaient des enfants des rues, abandonnés par les adultes, livrés aux trafiquants, livrés à la prostitution, etc. etc. Et donc, sur les enfants des pays dits développés, il y avait très peu d'informations. Je n'avais pas très bien cherché, certainement, puisque par la suite, je trouve un livre extraordinaire de Colin Ward, qui est un anarchiste et pédagogue anglais, qui a été depuis traduit. Ça s'appelle L'enfant dans la ville, qui est un livre de 1978, qui est absolument remarquable. Il faut dire que Colin Ward a enquêté non seulement en Angleterre, mais à l'échelle mondiale, pour essayer de comprendre ce que c'était que l'enfant dans ce truc très particulier qu'on appelle la ville. Et le constat qui vient d'être fait tout à l'heure avec le micro-trottoir est déjà le constat qu'il établit à cette période de 1978 pour Londres, mais aussi pour l'ensemble des grandes villes. À savoir que l'enfant n'a pas sa place dans la ville et que sa place, elle va résulter à la fois du ménagement urbain, mais aussi de l'organisation scolaire. Donc vous voyez, là, on touche tout de suite un autre élément énorme, c'est que pour que la ville soit agréable pour les enfants, il faut déjà vraisemblablement repenser l'école. Alors, vous imaginez les blocages, évidemment, hein, parce que l'école est considérée comme un lieu isolé, comme un lieu hors temps et hors société. Or, en fait, évidemment, les enfants ne peuvent pas vivre cette schizophrénie, c'est-à-dire d'être dans leur vie de tous les jours, dans un monde qui est urbain, avec des voitures, avec de la violence, avec tout ce que vous savez, et de l'autre côté, s'isoler artificiellement dans l'école. Donc, Colin Ward est plutôt du côté des pédagogies dites nouvelles, qui sont centenaires, ne l'oublions pas. Donc, dans mon livre, je les réexamine une par une, Montessori, Freinet, Guedes, Dewey, etc. Et de Crowley, enfin bon, c'est des gens absolument extraordinaires. Et ce qu'ils racontent va toujours dans le sens qui est celui développé par Colin Ward, développer au maximum la confiance envers les enfants, afin que ceux-ci acquièrent leur confiance à eux, qui leur permettra de devenir ce qu'ils sont. Et donc, on voit bien que cette notion de confiance, elle est fondamentale et elle est encore aujourd'hui secondaire, y compris dans les familles. On considère toujours l'enfant comme un petit et non pas comme un être entier, ayant déjà des capacités créatives, ayant des capacités de réaction et d'anticipation. Donc, on a toujours l'impression que l'enfant est un réceptacle qui doit accueillir tout ce que les adultes considèrent bon pour lui. Alors, c'est un problème énorme, évidemment, que je soulève là, bien sûr. Et donc, je participais récemment à la coalition des classes dehors. On a fait une grande rencontre à Poitiers avec les enfants. Et avec les enfants, on a élaboré des cahiers de doléances qu'on a remis à 2 députés qui étaient venus spécialement de Paris pour cela. Et j'ai eu la confirmation de ce que Francesco Tonucci nous explique dans son livre, que les enfants ont plein d'idées. Et ils savent plein de choses déjà, sauf qu'on les écoute jamais, on les sollicite pas, on ne demande pas du tout leur avis. Attendez, excusez-moi, il y a un téléphone. Donc
Donc effectivement, on leur demande jamais leur avis et pourtant ils ont plein de choses passionnantes à raconter. Excusez-moi, je reviens. Je vais accélérer mon parcours. Et donc, Tonucci nous l'explique très bien, de la même manière que Colin Ward nous le disait. L'enfant, il ne faut pas faire une ville pour les enfants, il faut faire une ville avec les enfants, ce qui est un point très important. Une ville pour les enfants, c'est Disney, par exemple, hein. C'est-à-dire que ce sera un lieu ludique. Le mot ludique est très discutable, à mon avis. En français, il n'y a qu'un mot pour dire jeu, à la différence de l'anglais, à la différence du latin. Mais si l'on reprend le grand livre fondateur des réflexions sur le jeu, qui est le livre de Huizinga, Homo Ludens, c'est un livre absolument extraordinaire de 1938, dans lequel le sanskritiste néerlandais explique que le jeu n'est pas un élément de la culture, avec l'art culinaire, avec la politesse, avec l'art, etc., mais que c'est la culture, c'est le jeu qui produit la culture. Vous voyez, donc là, on est dans quelque chose de tout à fait autre. Et donc, le jeu devient pour lui, et j'adhère à cette position, l'activité centrale de toute enfance. Et donc, là aussi, je racontais cette anecdote d'une institutrice qui reçoit les enfants le premier jour de la rentrée et leur dit « Fini de jouer, maintenant vous êtes grands ». Alors qu'ils avaient 6 ans, ils disaient « Ah ben je vais enfin à l'école, je vais rigoler avec les copains ». Pas question de rigoler, on est là pour apprendre. Mais on apprend par le jeu, on apprend par tout ce qu'on fait à l'extérieur de l'école. Vous voyez, ça pose une question fondamentale qui est celle du mot « scolé » chez les Grecs. La scolée chez les Grecs, c'est le moment pour rien d'autre que la connaissance de soi et d'autrui. Alors, autant vous dire que ça ne se passe pas à l'école aujourd'hui, bien sûr, même si le mot école, le mot schule, le mot school vient de scoler. Donc, il nous faut, je pense, avant tout, transformer profondément l'école pour pouvoir transformer profondément la ville, pour pouvoir permettre justement cette adéquation entre les attentes des enfants et des grands, bien sûr, avec leur environnement. Colin Ward comme Francesco Tonucci sont convaincus que l'enfant apprend par lui-même. L'enfant est le premier enseignant. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'on a du mal à admettre, bien sûr, nous, les adultes, qui savons tout sur tout. Mais en fait, il suffit qu'on se souvienne de notre propre enfance. On n'acquiert que ce qu'on éprouve, que ce qu'on ressent. Et donc, l'expérience d'un adulte qui, toujours avec prétention, dit « croyez-en mon expérience ». Non, moi, je ne crois pas son expérience, je m'en fous complètement de son expérience. L'expérience est un peigne pour un chauve, nous dit un proverbe chinois qui est tout à fait juste. Un enfant comme un adulte ne comprend quelque chose, n'accède à l'intelligibilité d'une chose que par lui-même. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, c'est pour ça que le terrain d'aventure, je n'ai pas le temps de tout développer en un quart d'heure, mais je vais prendre l'exemple du terrain d'aventure. Le terrain d'aventure qui est inventé, entre guillemets, par un médecin allemand en 1830, bon, je ne fais pas l'historique, je n'ai pas le temps, va aller aux États-Unis, va devenir le playground, etc., va revenir en Europe, où là sera le terrain d'aventure, la plaine de jeu, le Robinson. Vous voyez, il y a plein d'appellations comme ça. On considère généralement que c'est Karl Theodor Sørensen, en 1933 à Copenhague, qui a repéré que les enfants jouent dans un terrain vague avec tout ce qui s'y trouve. Des déchets, des vieilles roues, une vieille carcasse de bagnole, un tas de bois, etc. Et puis il les voit très heureux à jouer ici, avec des âges différents. Évidemment, il y en a ceux de 6 ans, ceux de 8 ans, ceux de 12 ans. Et puis, tout ça crée une micro-société qui produit ses propres règles en créant des jeux. Parce que le jeu n'est pas quelque chose qui préexiste. Le jeu se dote de ses règles au fur et à mesure qu'il est joué. C'est pour ça que l'appellation jeu pédagogique, par exemple, que les marchands mettent dans les boutiques, n'a aucun sens pour un pédagogue digne de ce nom. Il n'y a pas de jeu pédagogique. Tout jeu produit justement cette connaissance qui est la rapidité, l'anticipation, la concurrence, la compétition, le mimétisme, l'imitation, etc. Tous ces éléments constitutifs du jeu existent par le jeu lui-même. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Alors, dans ce terrain d'aventure, Sørensen remarque que les enfants vont jouer avec les 4 éléments.
la terre, l'eau, l'air et le feu. Et que par là même, il découvre la dialectique des choses. Pourquoi? Parce que chaque élément est contradictoire en lui-même. L'eau vous désaltère, mais peut inonder votre champ. Le feu, évidemment, vous réchauffe l'hiver, mais peut incendier votre maison, etc. Et donc, sans cours de philosophie pour enfants, un truc que des adultes mercantiles viennent d'inventer, on peut évidemment comprendre la dialectique du monde. Et c'est pour ça que j'ai suggéré à Jean-Michel Blanquer, sans succès, de transformer les écoles élémentaires en écoles élémentales. Mais bon, il ne m'a pas cru, c'est bien dommage. Et donc, j'observais chez ces pédagogues que j'ai cités tout à l'heure que le plus important était la classe promenade, était la classe d'enquête. Les enfants deviennent des reporters et ils vont enquêter autour de chez eux sur ce qui fait ce chez eux, précisément. Et c'est là où ils vont tout comprendre, évidemment, progressivement. Alors, ça repose évidemment, je l'ai déjà dit, sur la notion de confiance qui est complètement absente de notre manière de relation avec les enfants. Je ne dis pas de notre manière d'éduquer parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais le verbe éduquer en latin signifie allaiter. Donc, il faudrait. Et on allaite. Qui allaite? Eh ben, c'est la mère l'Église qui allaite les enfants. Yvon Illich a très très bien démontré ça. Et ce n'est pas une fausse étymologie qu'on trouve dans tous les bouquins sur le verbe éduquer, qui est de dire d'aller dehors. Pas du tout. Bon, enfin bref, je ne rentre pas dans tous ces détails, mais c'est important de reprendre tous ces dossiers un par un, bien sûr, parce que on vit encore sur beaucoup de lieux communs. Et donc, cet architecte danois, paysagiste, a compris que dans la ville, il fallait qu'il y ait des terrains sans affectation. Évidemment, dans une société urbanisée où le mètre carré coûte très cher, et il va de soi que c'est le fonctionnalisme qui décide de tout. C'est l'utilité qui est mise en avant. Mais cette utilité gratuite, qui ne sert à rien, qui est le terrain vague, est considérée évidemment comme une hérésie. Les terrains d'aventure en France disparaissent dans les années 1982 par la poussée immobilière, par la spéculation sur les terrains. Je pourrais donner, enfin j'en donne plein d'exemples dans mon livre, et c'était très bien situé, ces terrains vagues. Et donc du coup, évidemment, ça a déclenché l'appétit de beaucoup de promoteurs. Et aujourd'hui, on est bien embêté pour en trouver du foncier libre, entre guillemets. Alors, cette notion de milieu, qui est une notion très importante dans la pédagogie nouvelle, va être différente, évidemment, selon la géographie dans laquelle vous êtes. C'est pour ça que je ne parle plus trop des enfants dans la ville, parce que je me suis aperçu que leurs conditions étaient les mêmes dans les villages, les petits villages dortoirs qu'on connaît en France, les lotissements pavillonnaires, ce qu'on appelle à tort, mais peu importe, le périurbain, tous ces trucs-là. On s'aperçoit que les enfants ne vont plus. Alors, vous connaissez le dossier, Vittorio va peut-être le rappeler, tout ce qui ne va pas, hein, on le sait, les enfants allaient plutôt à pied à leur école, maintenant ils y vont en voiture. Avant, les enfants passaient 3-4 heures par jour à jouer sans adultes, sans surveillance adultes. Aujourd'hui, c'est quelques minutes, etc., etc. Donc on sait tout ça, une sorte de dégradation de l'autonomie de l'enfant dans la société. Et du coup, évidemment, on commence à en prendre connaissance. Et ce qui me gêne un peu, ce qui me chagrine, c'est que les solutions que les adultes préconisent sont toujours les mêmes. Et je crains beaucoup la standardisation. On l'a déjà vu avec les terrains, avec les aires de jeu, qui sont évidemment normalisatrices et sans aucun intérêt. Il faut les supprimer partout. C'est quelque chose de terrible. Il faut essayer de revenir à l'esprit des terrains d'aventure, ce qui n'est pas simple, surtout après l'épisode tragique d'Annecy, où bien sûr beaucoup de parents vont dire ben non, on ne peut pas laisser nos enfants jouer tout seuls dans un parc, il y aura bien un fou qui viendra pour les assassiner. Donc on voit bien, ça a été dit tout à l'heure par Anne, il y a la question de la sécurité, la question de la santé, tout ça je ne l'oublie pas, mais je pars du principe que l'enfant va grandir en lui-même précisément par sa relation, par son exploration de ce qu'on appelle le milieu. C'est pour ça que j'ai défini l'enfant comme un chercheur d'or, H-O-R-S.
et non pas OR, évidemment. Un chercheur d'or, parce que c'est aussi Piaget, Vallon, enfin tous les grands psychologues de l'enfance qui nous l'expliquent, et Lécuyer, enfin tous ceux qui ont actualisé, corrigé, modifié les premiers schémas d'analyse qu'ils avaient proposés dans les années 30, qui nous expliquent très très bien que l'enfant va toujours voir ailleurs s'il s'y trouve. Et c'est ça sa mission à l'enfant, c'est toujours de quitter là où il est. Donc il doit quitter, aller hors de sa mère, hors de sa famille, hors de sa chambre, hors de sa classe, hors de la cour de récréation, hors de la ville, etc. Et donc ce processus-là, il doit être accompagné par l'ensemble de la société avec la plus grande attention et bienveillance. Alors je crains, moi, que tout d'un coup, on dise « Ah ben voilà, pour être comme il faut, pour régler cette question des rapports à l'enfance, eh bien, on va faire la cour Oasis. » Alors là, vous voyez une multitude de petits bureaux d'études, architectes, d'urbanistes, paysagistes, qui deviennent spécialisés en livraison de cour Oasis clé en main. Et donc ça, c'est terrible, parce qu'évidemment, ce n'est pas la même cour Oasis de telle école à Perpignan avec telle école à Strasbourg, évidemment. Mais si, ça va se faire comme ça. Les élus vont choisir sur catalogue une cour Oasis, ils vont choisir sur catalogue une rue scolaire, ils vont choisir sur catalogue une rue aux écoles. Bon, vous voyez, tout ça est très embêtant parce que je crois beaucoup en cette trinité qui est la suivante, le cas par cas, le sur-mesure et le faire avec les habitants et le vivant. Et évidemment, dans ce cas-là, on ouvre notre manière de fabriquer la ville tout à fait différente. On n'est plus dans cette fabrication masculine et productiviste de la ville efficace, rationnelle, fonctionnelle, etc., etc. On est dans quelque chose qui revient, qui renoue avec le jeu, c'est-à-dire cette capacité à toujours être dans la surprise, dans l'attente de l'inattendu, dans la musardise, la promenade, l'étonnement. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui doit être favorisé par l'environnement dans lequel on se trouve. Alors, l'ennemi numéro 1 de tout environnement pour Colin Ward comme pour Francesco Tonucci, c'est l'automobile. L'automobile, évidemment, écrase les enfants, fait peur, va trop vite. Donc, toutes les études que vous pouvez lire aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est qu'une ville apaisée, une ville pour les enfants, vous verrez tout de suite que c'est une ville qui met la vitesse, qui réduit la vitesse à 20 km/h et qui supprime la présence des voitures une demi-heure avant et une demi-heure après l'entrée et la sortie des classes dans les écoles. On en est loin. J'ai trouvé du reste un article américain de 1914 qui, vous voyez, donc ça ne nous rajeunit pas, qui expliquait qu'il fallait que les voitures hippomobiles pour la majorité d'entre elles, ne passent pas devant les écoles au moment de la rentrée et la sortie des classes. Parce qu'il y a eu des morts à Harlem en 1914. Donc c'est pour vous dire qu'on sait très bien tout ce qui ne va pas depuis longtemps, on sait très bien ce qu'il faut faire et on ne le fait pas. Donc, c'est un peu le thème du débat que j'aurais bien voulu avoir avec vous, parce que ça mérite un débat, évidemment, mais bon, je ne peux malheureusement pas rester. Alors, pour conclure, je dirais que j'avais évidemment plein de choses à raconter. J'aurais pu évoquer l'histoire depuis 2006 de la rue de la ville à la hauteur d'enfants. C'est une initiative de la ville de Bâle, dans un quartier d'abord, et ensuite ça s'est généralisé. En 2016, donc 10 ans plus tard, cette initiative a été saluée par un prix important délivré par l'association Rue de l'Avenir en Suisse. Et cette idée d'une ville à hauteur d'enfants repose sur 8 principes que je n'ai pas le temps de développer, mais qui sont tout à fait passionnants, parce qu'ils nous montrent que la propreté, la sécurité sont bien sûr pris en considération, que le contact avec la nature est privilégié, et que l'élément porteur, et à mon avis même qui peut réaliser le mieux possible cette ville à hauteur d'enfants, c'est la participation avec les enfants. Alors là, vous savez que ce n'est pas facile, ça, parce que dans les écoles d'architecture, d'urbanisme, même dans la formation des maîtres, on ne consacre guère de temps à cette participation avec les enfants.
C'est quelque chose qui est à l'origine de toute la réflexion de Célestin Freinet, par exemple, et d'Élise Freinet, et puis aussi de Montessori. Je vous raconte juste une anecdote. Montessori, par hasard, entend une accompagnatrice, parce que chez elle, il n'y a pas d'enseignant, on est accompagnatrice. L'accompagnatrice qui regarde un enfant colorier un arbre, et puis il fait le tronc tout rouge. Et elle lui dit, mais d'une manière un peu avec reproche, « Ah, mais tu as fait le tronc tout rouge, mais regarde bien, l'arbre, là, il est marron. » Et l'enfant se lève et s'en va. Et Maria Montessori arrive et dit à l'accompagnatrice, « Ah, il est très beau ce dessin. Il a bien vu que le tronc était rouge. » Alors l'accompagnatrice est tout étonnée et Montessori lui dit, « Je n'ai pas assez travaillé sur la chromatique. » Vous voyez, donc c'est pour vous dire qu'il y a toujours un aspect de ce qu'on considère être l'éducation de l'enfant qui nous échappe à nous adultes. Et qui va répondre à l'enfant? Un autre enfant. Ça, c'est ce que comprend très bien Célestin Freinet, qui est pour la classe unique. Vous voyez, c'est des expériences qu'on a oubliées. Aujourd'hui, on est évidemment CP1, CP2, CP2, enfin, vous connaissez comme moi toute la hiérarchie, et c'est pareil dans les aires de jeu. Vous avez 2 aires de jeu. Je me souviens quand j'emmenais mes enfants à tort dans ces trucs-là avant de les libérer, il y en avait une où ils ne pouvaient pas être ensemble parce qu'ils n'avaient pas le même âge, ils avaient un écart trop grand, donc ça ne marchait plus. Là, c'était jusqu'à 6 ans, puis de 7 ans à 9 ans, puis ensuite, il y avait autre chose, et puis après, il y avait le terrain de skate, et puis il y avait le terrain de basket, donc tous ces trucs-là. Et donc, la classe unique, vous voyez, je reviens encore une fois à l'idée de l'école, l'importance du jardin dans l'école. Il y a une excellente thèse sur l'école jardin. Ce n'est pas la cour oasis. La cour oasis, c'est encore quelque chose décidé par les adultes pour les enfants. Ce n'est pas avec du caoutchouc, des telles choses pour qu'ils ne se fassent pas mal. Il n'y a pas de terrain d'aventure, il n'y a pas de ville, il n'y a pas d'école au risque zéro. Ça n'existe pas. Et donc, la prise de risque appartient au jeu, précisément. Bon, voilà, je suis désolé d'avoir été bien allusif sur tous ces points qui sont passionnants et qui méritent effectivement une comparaison internationale, un retour sur l'histoire, vous voyez, une étude de tas de travaux qu'on a oubliés, qu'on redécouvre. Moi, par exemple, j'ai découvert une thèse de Mabel Barker, qui était une élève de Patrick Guedes, sur la notion de milieu, c'est-à-dire comment enseigner la géographie aux enfants. Eh bien, elle confiait à ses enfants, nous sommes dans l'entre-deux-guerres, en Angleterre, elle confiait à ses enfants de 8, 9, 10 ans, elle avait une classe à plusieurs niveaux, et elle leur disait, ben voilà, vous allez étudier telle rue pour tel groupe, tel type d'artisanat, tel type vous allez relever les espèces d'arbres dans la rue. Vous voyez, des enquêtes, les enfants n'étaient plus dans l'école, au sens physique du terme, et quand ils revenaient, ils revenaient avec leur trésor, et puis ils l'exposaient aux élèves, et là, ils en discutaient ensemble. Donc, moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que du coup, l'école devient une maison des connaissances, je l'ai appelé comme ça, et non plus simplement une école avec son programme, son emploi du temps. Parce qu'un enfant qui enquête dehors, il échappe à l'emploi du temps, il échappe au programme. Les parents ne sont pas contents. Parce qu'évidemment, il ne fera pas Polytechnique, donc ils sont très embêtés par ça. Et donc, un enfant, toutes les pédagogies nouvelles suppriment l'emploi du temps. J'ai, dans un autre livre, raconté l'histoire de l'emploi du temps, parce que je voulais savoir qui avait inventé ce truc quand même, que je trouve profondément débile, d'un enseignement par tranche disciplinaire avec la même durée. Et moi, enfant, je ne sais pas vous, mais moi, enfant, si le cours d'histoire me passionnait, je l'aurais bien écouté toute la semaine. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, D'ailleurs, Thierry, on vous écouterait aussi toute la semaine. Vittorio nous a rejoint ici aussi. Est-ce que Vittorio, vous voulez, avant que Thierry ne nous quitte, échanger, avoir une réaction peut-être à chaud sur tout ce qui vient d'être dit là, puis sachant qu'on va prolonger ensemble l'échange et la discussion. Tout simplement, salut Thierry. Tout simplement, je resterai des heures à l'écouter parce que c'est tellement d'intelligence condensée quand parle Thierry que ça fait du bien. et évidemment, tu as déjà tout dit, donc moi, j'ai plus rien à dire.
Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu as fait plein de choses merveilleuses qu'il faut raconter. C'est plein d'exemples à nous. Oui, voilà. Je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on a fait avec les archiminots pour justement voir qu'est-ce que ça se passe quand on ne considère pas les enfants comme des réceptacles et on les laisse réfléchir. Hein. Un très grand merci Thierry. Merci beaucoup. Je dois vous abandonner pour un jury. Bon jury. Courage. Et bonne discussion entre vous et à bientôt. Merci. À bientôt. Ciao. C'est vrai qu'on l'écouterait pendant des heures. Ben oui. Merci Vittorio d'être venu depuis Marseille. Alors vous êtes architecte oui. Et vous êtes responsable en France du réseau international Ville des enfants qui oui. puise en fait son inspiration dans l'ouvrage qui est même presque un manifeste de Francesco Tonucci, donc sur la ville des enfants. Ce qui est intéressant, évidemment, à travers ce que nous dit Thierry Pacaud, c'est qu'on découvre les leviers, les mécaniques de l'enfance et de l'éducation. Mais derrière, qu'est-ce que ça veut dire concrètement remettre la ville à hauteur d'enfant? Et puis, je crois que ce que vous allez aussi nous expliquer, c'est pourquoi c'est important pour la société de réaliser cette démarche-là et comment on la met en œuvre à travers tout un tas d'exemples que vous avez préparés pour nous. Sur justement la mise en place de projets de villes réalisés par et surtout avec les enfants. Ça s'utilise beaucoup maintenant, cette formule, alors que je me souviens bien que quand Francesco il m'a parlé de ça, pour moi c'était assez nouveau de dire non, c'est pas que pour, mais avec les enfants. Donc je vais dans l'ordre parce que j'ai préparé aussi un petit texte où je me suis posé des questions au cas où vous ne me les posiez pas. Mais je voulais vous montrer quelques exemples de réalisation de projets participatifs avec les enfants à travers l'histoire justement de cette association que j'ai fondée il y a maintenant presque une dizaine d'années. Donc les archiminots. Je ne vais pas vous raconter tout évidemment parce que c'est très très long. Mais quelque chose quand même. Cette image, c'est une image très simple, même banale. C'est des enfants qui jouent dans la rue avec un adulte aussi, je pense que je suis là, par là. Et c'est rien de tout, mais pour moi c'est une image importante parce que c'est le début, c'est quand pour les premières fois on a commencé à sortir dehors. Comme disait Thierry, les enfants sont des chercheurs d'or. Et c'est là où on avait notre atelier dans lequel on travaillait, c'est juste à côté. Et on a décidé d'aller faire juste un jeu d'avion papier à l'extérieur. Et pour moi, c'est très important parce que c'est vraiment le moment où on a compris que on avait envie d'occuper l'espace public avec le jeu. Et ça, c'est un des éléments les plus importants de ce qu'on a mis en place avec les archiminots. Mais tout de suite, les enfants, ils voulaient aller plus loin, parce qu'ils ont envie d'aller plus loin, de jour. Donc, on a commencé à penser, à réfléchir à comment faire quelque chose pas de maquette, mais de réel. Ils me disaient, ouais, on veut vraiment construire. Et on a trouvé, je le fais très court, mais on a trouvé une solution parce qu'il y avait un festival de quartier, le POC, un festival porte ouverte Consola, qui, sachant qu'on travaillait avec les enfants, ils nous demandent, ouais, vous pouvez faire des ateliers pour les enfants. Vous savez, ce festival, il marche comme ça, ils ont toujours à occuper les enfants. Et donc, ils demandent à des gens qui travaillent avec les enfants de s'occuper des enfants, en gros. Et bien sûr, ils avaient trouvé une place bien fermée dans laquelle on pouvait faire ces ateliers en toute sécurité. Nous, on avait trouvé ça absurde, parce qu'une place publique fermée, c'est déjà, mais fermée, clairement fermée, c'est-à-dire qu'elle était fermée à clé, on ne pouvait pas y accéder. Et donc, on a réfléchi avec les enfants. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à faire aux enfants du quartier. Et il est sorti l'idée de créer, de faire une cabane, mais une vraie cabane. Donc, voilà l'idée d'un chantier. Et on propose ça à ce festival.
et qui nous disent oui, mais bien sûr, vous pouvez faire, en pensant que c'était quelque chose de petit, d'éphémère. Sauf que nous, on pensait vraiment à une cabane de 6 mètres pour 3, avec des vrais matériaux, etc. Donc on a fait tout un projet qui a duré pendant des mois avec le groupe d'enfants Source, avec lesquels on s'est mis à la recherche de charpentiers, de techniciens, de matériaux aussi. Et on a fait évidemment des prototypes. On a travaillé en atelier pour des prototypes. On a trouvé ces matières qui étaient hyper intéressantes, c'est les cannes de Provence, parce qu'on avait trouvé une entreprise, c'est une entreprise de Hyères, à la presqu'île de Gien, qui fait des anches de saxophone, et donc utilise une petite partie de cette canne, parce qu'ils ont besoin d'un diamètre très précis, et puis le reste c'est du déchet. Donc ils ont ça comme déchet. Et nous, on avait trouvé ces déchets très beaux. Et nous voilà, construire la cabane avec les enfants, qui ont pas seulement donc, travaillé à la conception, pas seulement fait le processus d'y arriver à ce chantier, mais travailler dans le chantier. Et il y a eu une quarantaine d'enfants qui a participé à ça. Nous voilà, nous tous très contents d'avoir construit ça, et évidemment la fête après. Et cette cabane, qui devait être quelque chose d'éphémère, donc durer juste quelques jours, on n'avait pas dit ça évidemment à la ville, mais après coup, on a dit, en fait, les enfants, ils voudraient faire ça, voudraient donner ça comme cadeau au quartier. Et donc, pas seulement ça a servi pour plein de choses, pour les AMAP, je ne sais pas si vous connaissez ça, ça se dit pareil ici. Voilà, ça a servi pour plein de choses dans le quartier, mais surtout ça a déclenché un débat politique dans l'usage de cette place. Parce que comme vous voyez, tout autour il y a des fermetures. Cette place était fermée. Et donc les enfants, ils ont fait en sorte qu'on ait un débat sur cette place. La cabane est restée plus de 2 ans sur place. Après, ça a commencé à gêner. Donc bon, elle est partie ailleurs. Elle a eu une autre vie. Mais la place aujourd'hui est ouverte. Donc ça, c'est je pense, un grand résultat. Les voilà comment ils mesurent la cabane avec leurs bras. Et puis de là, bien évidemment, on s'est dit, il faut aller plus loin. En fait, nous, on a envie d'aller encore plus loin et réfléchir au quartier réellement. Et on commence en plus à connaître le travail de Francesco Tonucci, que je ne connaissais pas à l'époque. Et je cours acheter le livre, je le lis, je cours le connaître. Je pars à Rome le connaître, ce monsieur. Et je découvre que ce livre, il n'était pas traduit en français et que c'était dommage. Et donc, je me mets au travail pendant des années. J'ai fait ça pour que ce livre voit le jour ici en France. Et c'est sorti en 2019. Et entre-temps, avec les enfants, on se dit, alors on fait un projet de quartier. On appelait ça le quartier des Minots. Mais comment on fait pour se faire écouter ? C'était difficile de trouver des façons de parler à la ville. Et donc, on trouve, on sait par d'autres biais qu'il y a une biennale d'architecture qui va démarrer à Lyon. Et c'était 2017, je crois. Et là, on découvre que c'est dédié aux jeunes archis. Donc je dis aux enfants, mais qu'est-ce que vous en pensez si on participe ? Je pense qu'il n'y a pas plus jeunes archis que vous. Donc les enfants, ils étaient enthousiastes, bien évidemment. On a lancé le défi, et ça a été accepté. On a participé à cette biennale. On a fait ces grandes pancartes, les enfants sont dangereux. C'était un peu provocatif, non, ça dit ?
ça se dit comme ça, oui. Et provocateur, oui. Et ça a fonctionné d'ailleurs, parce qu'il y avait pas mal de monde qui a crié un peu au scandale, parce que c'était un peu comme d'aller sur les cigarettes, vous voyez, c'est dangereux, etc. Et il y avait plein de monde qui venaient nous voir, mais pourquoi vous écrivez ça? C'est pas vrai, les enfants ne sont pas dangereux. Mais en fait, on voulait justement déclencher encore une fois le débat. Pourquoi on n'écoute pas les enfants? Comment ça se fait qu'on n'écoute pas les enfants? Et là, on a trouvé une autre matière, c'était les lames de PVC de volets roulants, encore une fois du recyclage. Et on a travaillé avec les enfants pour la construction d'une géodésique. Les enfants, ils ont parlé à la radio pour expliquer pourquoi on était là. C'était pas juste pour construire, c'était pour parler de ce projet qu'on voulait mettre en place à Marseille. Et donc on était à Lyon, mais on parlait de notre projet. On voulait se faire écouter. Là voilà, la géodésique, et nous tous, les constructeurs. Les enfants, ils avaient fait en plus ça, parce qu'ils voulaient s'amuser avec, donc une sphère complète. Et comme je vous disais, on est arrivé à la connaissance de ce projet, c'est la ville des enfants, à travers ce livre, La ville des enfants, que j'ai fait traduire donc. Et de là, plus loin, on a commencé à penser à un projet vraiment de quartier. Malheureusement, ça ne s'est pas passé à Marseille, mais c'est plutôt à Aix. C'est un bailleur social qui nous a appelés pour un quartier qui s'appelle Ancagnane, qui est en pleine rénovation urbaine, et en nous disant, en fait, on voudrait englober dans la réflexion les citoyens. Et on a écouté, on vous a écouté, on a compris que les enfants, ils peuvent être des citoyens. Ils devraient l'être, des citoyens. Et donc, on voudrait que vous travailliez avec les enfants sur ce changement de quartier. Et nous voilà, travailler. C'est un travail qui a duré plus de 2 ans. Ça, c'est des affiches qu'on avait fait avec les enfants, toute une balade dans le quartier avec repérage d'endroits potentiels. Je suis en retard peut-être déjà. En fait, oui, j'ai oui. beaucoup de questions qui arrivent. C'est pour ça d'accord. Mais Et voilà, donc je vais vite. Voilà, nous, la maquette d'un endroit qu'on avait trouvé spécialement, particulièrement voilà, sympa pour essayer de faire un projet. C'était le Parvis Jonot. Ça, c'est les totems qu'on avait installés pour parler au quartier, donc aux adultes et aux enfants, pour dire qu'est-ce qu'on était en train de faire. Et voilà le avant-après de ce parvis, ce que c'était avant et ce que c'est devenu après, avec le projet fait, conçu, avec les enfants, et qui a mobilité beaucoup de monde. Et bien évidemment, les enfants, ils sont bien contents d'aller à l'école maintenant et de dire à leurs parents et tout le quartier que leur projet a vu le jour. Le projet continue encore. Mais je voulais vous parler de ce projet qui est plus le sujet du jour. C'est la ville des enfants. Je dis un projet politique, ça c'est Francesco. Et j'avais préparé moi un petit texte, mais peut-être tu veux que je peux le lire. Ça ouais, dure vraiment quelques minutes. Bien sûr, oui. C'est quelques questions. Alors, je vais avoir du mal. Alors, quelle place ont les enfants dans une ville et quelle place ont les enfants dans une ville à hauteur d'enfants? Alors, j'anticipe tout de suite les conclusions. La place des enfants devrait être la ville même, l'espace public de la ville. Dans nos pays riches, les enfants ont perdu cette place. Et c'est là à une cause principale. C'est la peur des parents qui accompagnent, surveillent, contrôlent les enfants jusqu'à l'adolescence, si tout va bien. Il s'avère qu'un des points fondamentaux du projet de la ville des enfants est précisément de donner aux enfants la possibilité de sortir seuls de chez eux. Thierry a en parlé, pour pouvoir vivre l'expérience fondamentale du jeu. Mais comment nous en sommes arrivés là? D'après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons construit les villes autour des besoins des adultes. Peut-être pour être plus précis, les besoins d'un adulte masculin, ouvrier et en bonne santé.
Pour lui, les banlieues sont nées, la mobilité a été conçue, les services ont été offerts, apparemment destinés à leurs enfants, personnes âgées, leurs handicapés, mais en réalité conçus pour répondre aux besoins de ces citoyens privilégiés qui ne pouvaient pas prendre en charge ces enfants, ces vieux, ces handicapés. Dans la ville, dans ces villes, qui n'est pas un homme, un adulte en bonne santé, un travailleur, vivent mal. Donc la plus grande majorité des habitants vivent mal. Alors, le projet Ville des enfants naît d'une proposition simple et pleine de bon sens. Changer de paramètres et passer de l'adulte à l'enfant. Avec la conviction que lorsqu'une ville convient aux enfants, elle sera meilleure pour tout le monde. Mais pourquoi devrions-nous écouter les enfants ? D'abord parce que les adultes, et surtout les hommes, ont eu tout le pouvoir et l'ont très mal utilisé. Il suffit de regarder notre situation actuelle, les guerres, le changement climatique, et j'en passe, pour comprendre que les adultes, seuls, on se trompe. La deuxième raison est scientifique. Toutes les théories psychologiques, pédagogiques, et Thierry nous le rappelait aussi, du dernier siècle, nous montrent que les premiers jours, les premiers mois, les premières années de notre vie sont des fondamentaux sur lesquels se construit la vie adulte. Et cela est confirmé aujourd'hui par les neurosciences. Et la troisième est légale. La Convention internationale des droits des enfants, écrite à New York en 1989, et ratifiée en France en 1990, nous rappelle clairement à l'article 12 que l'enfant a le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant. Mais quelle contribution pourraient apporter les enfants si on les écoute ? Un peu, vous l'avez vu. Mais premièrement, c'est leur différence. Les enfants sont porteurs de différences et leur diversité pourrait être leur contribution. Ils aident les adultes à faire moins d'erreurs, à ne pas oublier les autres, tous les autres. Pas un projet pédagogique donc, ou didactique et éducatif, un projet purement politique, car son objectif est le véritable changement de la ville pour qu'elle devienne la ville de tous. C'est pour ça que le projet est pris en charge par le maire, car pour produire un réel changement, il doit impliquer toutes les compétences politiques et administratives de la ville. Un projet transversal et coopératif. Je n'ai pas le temps. En fait, je pense que peut-être qu'on peut continuer dans la richesse des questions qui vont nous être apportées. Enfin, si vous en êtes tous d'accord, parce que ça soulève. Ça va. Je m'arrête là alors. Mais c'est dommage. C'était des questions intéressantes. Est-ce qu'on a le temps ? Oui. Oui. Allez-y. Bon, je continue ou pas ? Non, je n'ai pas compris. Je continue. Alors, qu'est-ce qu'il propose concrètement ce projet ? Il propose la participation des enfants à la gestion politique de la vie de la ville comme stratégie de changement. Et les enfants participent de deux façons différentes. La première, c'est à travers leurs idées et leurs propositions, protestations, répondant à l'invitation du maire qui sollicite leur aide. Cela se passe par le conseil des enfants. Je vous passe comment il se passe le conseil des enfants, mais je en parlerai peut-être. La deuxième façon de participer est à travers leur présence dans la ville. Francesco Tonucci dit souvent que les enfants ils sont comme des indicateurs environnementaux sensibles. C'est comme les hirondelles, c'est comme les lucioles. On sait que quand ça manque de ces animaux dans les environnements, ces environnements sont pollués. Si les enfants manquent dans les villes, ces villes ils sont malades. Voilà, et je passe encore. Donc, une ville à hauteur d'enfant, c'est donc une ville jouable, qui laisse les enfants jouer n'importe où et n'importe comment, qui rende simplement cela possible, et sera réellement jouable si elle permet aux enfants de se blesser. Andrea, une fille de 9 ans du Conseil des enfants de Bogota en Colombie, dit « Se blesser est important, parce qu'on apprend ». Et puis, il y a un exemple de ville des enfants, c'est Pontevedra en Espagne. Peut-être que je n'en parlerai en répondant à quelques questions. Et juste enfant, je voudrais dire que les villes des enfants, une ville à hauteur d'enfants, sont finalement des villes qui ont entrepris un chemin qui n'atteindra peut-être jamais son but final, mais qui contribuent à développer une meilleure politique, non seulement et pas tellement en faveur des enfants, mais pour tous les citoyens. Donc un projet réellement démocratique.
Merci beaucoup, Vito. Merci. Désolé, j'ai pris beaucoup de temps. Non, c'est passionnant. C'est vrai qu'on est malheureusement tenu par le temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, autant qu'il y en a sur le digital? Non, pas de questions pour l'instant dans la salle. Alors, la première question qui était posée, c'est comment laisser les espaces de liberté dans une ville qui est ultra rationalisée par ses fonctions? Et parce que d'une certaine manière, il y a un peu les enfants de la campagne et les enfants de la ville. Alors comment est-ce qu'on peut, c'est la question qui est posée, comment est-ce qu'on peut laisser des espaces de liberté aux enfants concrètement? En fait, c'est simple, j'ai un peu dit aussi un peu dans mon intervention, mais Francesco dit, on avait participé à des conférences sur la ville jouable, le jeu dans la ville, et c'était à Barcelone. Et donc on parlait de comment créer des espaces. Thierry parlait des terrains d'aventure, etc. Francesco, il a une théorie assez simple. Pour lui, il ne devrait pas avoir d'aire de jeu. C'est la ville qui devrait être jouable, tout entière. C'est-à-dire, c'est l'espace public qui appartient à tout le monde, à tous les citoyens. Et les enfants, c'est des citoyens. Les enfants, à notre point de vue, ils apprennent quand ils vont à l'école, par exemple. S'ils le font en autonomie, par contre, c'est ça la question. Parce que jouer, ça veut dire jouer toute seule. Ils devraient avoir du temps libre pour être en autonomie et avoir la possibilité en autonomie de jouer. Parce que s'ils jouent en la présence des adultes qui les contrôlent, ça ne s'appelle pas un jeu. Il y a une vignette de Francesco qui est aussi un dessinateur. Vous avez vu tout à l'heure, il fait des petites vignettes sympas où il montre quelque chose qui était venu d'une fille d'un conseil des enfants qui lui avait raconté ça. Il dit, une fille qui dit à sa maman, mais pourquoi quand je joue, vous me regardez, alors que quand vous jouez, toi et papa, vous êtes dans le lit, enfermés dans votre chambre. C'est pas normal. Et c'est vrai, c'est vrai. On a peut-être une liaison intéressante aussi à faire avec l'idée du jeu, la sexualité, etc. Mais c'est vraiment... l'idée, c'est que les enfants, ils ont besoin d'avoir leur espace. Et c'est là où ils arrivent à jouer. Et ce n'est pas dans ce qu'on appelle aujourd'hui les aires de jeu, où on a ce périmètre fermé, où on a les bancs qui regardent les enfants. Une autre fille d'un autre conseil des enfants, elle disait, en écrivant au maire, vous êtes trompé, en fait, vous avez mis les bancs dans le sens inverse. Parce que mon grand-père, quand il vient m'accompagner, me regarde jouer. Il devrait regarder de l'autre côté. Bon, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Si, je pense. Il y a une autre question qui est intéressante sur le rapport de l'extérieur des espaces qui sont dédiés aux enfants, les crèches, les écoles, etc., avec la rue, avec la ville. La personne là, qui pose la question nous dit qu'en Suisse, les écoles sont dépourvues de limites, en tout cas une partie d'entre elles. Et comment est-ce que, en termes de sécurité, est-ce que vous avez des exemples de villes qui ont géré cette ouverture de l'école un peu plus sur la ville? Alors je crois que c'est à travers les parvis, hein, il y a eu des travaux réalisés. Oui. Il y a plusieurs exemples, c'est plutôt dans les pays nordiques. Ça se passe. Il y a des écoles qui s'ouvrent de plus en plus à la ville. Là, je fais un projet à Marseille en ce moment. J'en ai parlé juste hier à la ville de Marseille. On a du mal, évidemment, avec tout ce qui se passe, avec toute cette idée de terrorisme, etc., la sécurité. Donc, on sait très bien qu'il y a des problématiques de ce type. On sait très bien qu'on ne peut pas dire ah oui, on ouvre tout et puis ça se passe bien. Mais c'est vrai que si on ne va pas dans ce sens, si on ne fait pas confiance aux enfants, en fait, on les enfermera de plus en plus et ça a des conséquences importantes. Et ça l'est déjà. Ça commence à venir. Donc, je ne sais plus maintenant, c'était juste lié aux écoles Comment est-ce qu'on peut travailler cette ouverture, architecturalement peut-être? J'ai pas vraiment de réponse. Pour moi, la ville devrait être ouverte en tout cas. Après, les écoles, c'est encore un autre sujet. C'est un peu plus compliqué, mais au moins dire aux parents, laisser que les enfants aient à l'école toute seule.
rien que ça, tout le monde, je pense ici, se rappelle de quand on allait à l'école tout seul. On nous rappelle là que c'est trop tard déjà. Alors, on a une question, il y a une question dans la salle. Oui, c'est moi. J'ai une question sur le réseau international de la ville des enfants. Ville des enfants, oui, voilà. Oui. Puisque j'ai vu que Montpellier avait ce label. Nantes, par exemple, est ville amie des aînés, des seniors, a beaucoup communiqué là-dessus. Donc je voulais connaître ce que faisait ce réseau, ce qu'amenait ce label. Et imaginons, on voudrait convaincre la ville de Nantes de devenir ville amie des enfants. Comment faire ? Alors, tout de suite, un truc, c'est qu'en général, c'est le maire qui appelle Francesco en particulier, mais le réseau, pour pouvoir s'approcher à cette idée de projet. Et Francesco me dit toujours, tu sais, quand je parle au maire de ce projet, j'ai jamais eu un maire qui me dise « Ah, mais c'est dégueulasse ce que vous dites ». C'est toujours « Ah, mais c'est magnifique, c'est super ce que vous dites, c'est parfait. Laissez-moi juste quelques années pour résoudre le problème du trafic et puis on va en parler ». Bien évidemment, le problème du trafic ne se résout pas. Le projet, il meurt, il tombe à l'eau. Mais c'est une volonté de changer de regard. Et c'est un chemin, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est pas forcément de dire la ville doit changer en 2 ans. C'est que les politiques, ils ont l'intention de dire à chaque fois, parce que le temps des politiciens est très court toujours. Non, les élections, ils se passent chaque 5 ans, donc il faut faire quelque chose de très court pour que les électeurs aient quelque chose à dire sur. Or, là, on parle d'un changement plus long, de longue haleine. Par contre, il y a des exemples concrets, comme la ville de Pontevedra en Espagne, où le maire, un peu éclairé, quand il a écouté Francesco parler, il a dit « Vous m'avez convaincu, je vais mettre en place ça ». Et la ville de Pontevedra, en 15 ans, elle a complètement changé. C'était une ville, comme on les voit tous les jours maintenant, des villes complètement prises par les voitures, pris en otage par les voitures. Aujourd'hui, elle est 70% piétonne. Elle a réduit de plus de 60% la production de CO2. Elle est prisée dans le monde entier comme ville à mobilité intelligente. C'est une ville de 85 000 habitants. Ce n'est pas un petit village, hein, c'est une vraie ville. Et il y a tous les passages piétons de centre-ville, ils sont à la même hauteur que les trottoirs. Les trottoirs, ils sont bien élargis pour que les gens puissent passer sans se déranger. Une ville pour les piétons. Une ville pour les piétons. Et ils ont fêté, il y a quelques ans de ça, plus de 10 ans sans accident mortel de voiture, parce qu'ils ont mis les 30 à l'heure obligés dans tout le périmètre urbain. Donc voilà, une ville exemple, on dirait. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le maire, il est encore en place. Le maire, au début, il y a eu du mal, bien sûr. Il y a eu des commerçants qui se plaignaient. Mais quand les électeurs ils comprennent que c'est pour leur ville, et bien sûr qu'il n'arrête pas, hein, et son travail continue. Donc il y a des exemples concrets. J'espère aussi pour Nantes. Montpellier, ça a été le cas. Ils ont commencé, c'est difficile, mais le maire, M. Delafosse, il a des belles idées. On espère que ça va continuer dans ce sens, dans ce mouvement. En tout cas, ils ont été très très forts dans leur démarrage. On a fait une énorme formation pour toute la municipalité, avec Francesco qui est venu aussi. C'était très beau de pouvoir faire ça pour la municipalité, parce que c'est vraiment un éveil à un nouveau regard, à une nouvelle philosophie de regarder la ville. Merci beaucoup, Vittorio. C'est difficile de parler vite. Ouais, c'est difficile, on est dans un temps contraint. Alors, on peut prolonger ces échanges sur le site de la chaire, hein, c'est tout à fait possible, et on transmettra à Vittorio et à Thierry vos questions et vos remarques. Merci infiniment, Vittorio. On va continuer nos échanges. Pour continuer la réflexion, en fait, on vous a préparé aussi une petite bibliographie que vous pouvez retrouver sur le site. Pays de l'enfance de Thierry Pacaud, qui était l'ouvrage dont il nous a parlé tout à l'heure. La ville récréative aussi, je ne sais pas si vous le connaissez, qui était suite à une exposition pour les enfants de 2015, donc sous la direction également de Thierry Pacaud. Et puis évidemment se plonger dans ce manifeste de Francesco Tonucci sur la ville des enfants pour une révolution urbaine, où on retrouve beaucoup d'exemples. Alors, je crois que vous avez publié un nouvel ouvrage aussi avec encore plus d'exemples et la parole donnée aux enfants, ce qui est aussi tout à fait il y a plusieurs ouvrages
l'ouvrage de Francesco. Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est un livre, c'est une boîte à outils, en fait. C'est un vrai livre pour qu'on puisse l'utiliser, pour que les villes s'en approprient. Le maire de Montpellier, il disait, c'est mon livre de chevet, c'est vraiment mon programme politique. Ça peut être un programme politique. Pour nos élus et pour tous les acteurs de la ville. Merci beaucoup. On vous rappelle que le prochain petit déjeuner aura lieu le 22 septembre, donc petit déjeuner de rentrée sur la biodiversité dans la ville, donc on vous espère nombreux. Cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans la collaboration de Anne Virely, de l'équipe de la Chaire, la société Séquence aussi qui anime et qui nous permet également de pouvoir profiter de ce contenu en replay donc sur le site de la Chaire. Donc tous nos événements. C'est un peu à la télé, non? On dirait c'est un peu comme à la télé. Non, mais en fait, on est là et tout de suite après. Donc si vous voulez continuer à discuter avec nous, c'est avec. D'accord, oui. Alors oui, on arrête la télé, après on discute tranquillement. Merci à tous. Si vous voulez donner votre avis aussi sur ce petit déjeuner, n'hésitez pas avec le QR code qui s'affiche à l'écran. Merci à tous. Partons dans la ville et espérons trouver des enfants dans la ville. Hein. C'est le message. De plus en plus difficile. Et de plus en plus difficile, mais espérons que justement les politiques et nos élus vont s'emparer de ces sujets. Et puis tous les acteurs de la ville derrière. Merci à tous et très bonne journée.